Stalinisme et communisme ne sont pas seulement distincts, ils sont irréductiblement antagonistes. Olivier Besancenot le démontre dans son essai « Que faire de 1917 ?» à l'occasion du centenaire de la Révolution russe. Toujours autant d'actualité. Olivier Besancenot est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Votre livre, Une contre-histoire de la Révolution russe, est publié aux éditions Autrement. Alors j'aurais pu vous interroger sur l'un des 3 rappels de titres, le Louvre Abu Dhabi, Barcelone ou encore même les Paradise Papers. J'ai choisi Barcelone parce que vous rentrez tout juste de la capitale catalane, si on peut l'appeler ainsi. Vous soutenez le mouvement indépendantiste catalan ? Je soutiens le mouvement pour le droit à l'autodétermination du peuple catalan. C'est pas moi, de l'extérieur, à expliquer quelle doit être la bonne solution, mais on est solidaire des organisations comme Anticapitalistas qui, sur le terrain, appuient notamment les questions démocratiques, parce que je crois que de France, on a du mal on oublie une chose très rapidement, qu'on comprend mieux peut-être sur place, c'est qu'il y a notamment une partie de la jeunesse qui se mobilise contre la monarchie. Parce que c'est la monarchie qui décide, c'est le roi qui dirige l'exécutif de Madrid. Donc il y a cette dimension qui est très forte, pas pour tout le mouvement indépendantiste, qui est une partie qui est très séparatiste, mais une partie du mouvement indépendantiste en Catalogne qui voit ça comme une possibilité d'un nouveau départ avec une solution pour tout l'État espagnol, en direction de tous les peuples de l'État espagnol. Et c'est ce mouvement-là, en tous les cas, qu'on soutient. Et je m'étonne de cette espèce de grand silence dans la gauche française, de ce... Une grande difficulté de solidarité élémentaire. Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas, il faudrait poser la question aux différents dirigeants de la gauche radicale en France, par exemple, mais je trouve ça assez surprenant, pour avoir été présent en effet au moment du référendum, par exemple, quand on voit et quand on a assisté à cette violence de la police qui tapait sur tout ce qui bougeait dans les bureaux de vote. Pour moins de ça, dans beaucoup d'autres pays, on aurait voté plein de résolutions. Mais contrairement à l'indépendantisme écossais, par exemple, c'est vrai que c'est vu comme un projet plutôt de droite, libéral, celui de Carles Puigdemont en tout cas. Oui, mais il n'y a pas un mouvement indépendantiste, il y a un mouvement d'abord qui vient de la base, et je crois d'ailleurs que la droite indépendantiste, elle est largement dépassée par ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'on trouve une partie de la jeunesse. Maintenant, c'est vrai qu'aussi en Catalogne, une partie de la population est divisée, mais c'est pour ça que moi je soutiens ceux qui regardent aussi vers l'extérieur, en direction justement, et qui veulent une solution fédérale ou confédérale pour tout l'État espagnol. Mais juste, c'est quand même étonnant parce que vous êtes progressiste et on se dit, on va faire combien de pays comme ça en Europe et dans le monde, de retracer encore des frontières ? Non, moi je suis pas partisan de l'émiettement. Il y aurait combien de pays en Espagne, en France ? Pour le droit à l'autodétermination, je crois que quand on est internationaliste, on est pour le droit à l'autodétermination, et quand il n'y a pas de volonté de domination de la part d'un peuple, ce qui est le cas du peuple catalan, je crois qu'on le soutient. Et puis surtout, il y a une solidarité qui devrait être élémentaire. C'est pour ça que je pointe du doigt cette espèce de complicité bienveillante qui commence à être un peu pesante par rapport à une répression qui mérite d'être dénoncée. Avec notamment des dirigeants, on le rappelle, catalans emprisonnés. On va maintenant parler de votre livre, Que faire de 1917 ? Point d'interrogation, une contre-histoire de la Révolution russe. Alors, pour bien que l'on comprenne, nous sommes il y a tout juste 100 ans, dans la nuit du 7 au 8 novembre 1917. Les bolcheviks s'emparent du pouvoir en Russie. Quels sont, à l'époque, on va voir quels sont les moteurs, mais peut-être rappelez-nous pourquoi, effectivement, cette révolution s'impose. Les bolcheviks ne prennent pas le pouvoir, ils remettent le pouvoir au congrès des soviets, le deuxième congrès des soviets qui se tient en effet il y a exactement 100 ans. Et c'est une nouvelle révolution qui débute, qui est d'abord une réponse à la révolution qui avait été initiée en février, où là, des millions de Russes se sont dressés contre le tsarisme, contre la famine et contre la guerre. Et toutes les questions politiques qui avaient été ouvertes par la révolution de février, elles devaient trouver un dénouement. Ça a été trouvé par cette révolution d'octobre. Donc octobre répond à février et ouvre immédiatement un nouveau processus révolutionnaire. Et ce qui rend 100 ans après fascinant la révolution russe de 1917, c'est qu'à la fois l'exemple et le contre-exemple de ce qu'il faut faire et pas faire dans une révolution. L'exemple, parce que c'est un exemple, je crois, inégalé d'auto-organisation. On comprend souvent 1917 vu d'en haut, autour des grandes dates, des grands hommes. C'est d'abord l'irruption de millions de personnes sur la scène politique. Ça en fait un exemple à jamais. Et contre-exemple, parce que malheureusement, c'est le cas d'école qui termine mal d'une révolution trahie qui va aboutir à une contre-révolution bureaucratique. Alors le peuple russe, vous le dites, s'est dressé contre le tsarisme, contre la guerre. Pourquoi justement est-ce que vous avez fait le choix, vous en parliez, de vous pencher sur le peuple russe principalement? C'est le principal acteur dans cet essai. Précisément parce que je crois qu'il y a un point commun, une espèce de connivence tacite entre l'historiographie de l'Est comme de l'Ouest, qui a traité pendant des décennies 1917, c'est précisément de traiter 1917 toujours vu d'en haut, c'est-à-dire entre forces politiques, entre partis, entre gens qui décident souvent à la place du peuple. Et moi, en quoi a-t-il été moteur? Vous parliez d'auto-organisation, comment ça s'est passé? Il y a des livres tout à fait fantastiques, par exemple,
en ce moment de David Mandel qui, avec des archives à la clé, a été fouillé dans les archives de ces dizaines, de ces centaines, de ces milliers de comités, parce que le soviet, ça veut dire ça, en russe, ça veut juste dire conseil. Il faut bien comprendre que ce sont des millions de personnes qui se sont organisées d'elles-mêmes, à la fois dans les usines, dans les garnisons, dans les villes, dans les campagnes, et qui ont décidé à un moment donné d'aller là où les politiciens voudraient qu'on n'aille pas. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi 100 ans après, l'oligarchie continue à bien nous mettre dans le crâne qu'il ne faut surtout pas s'imaginer que le peuple a été l'acteur principal de ce qui s'est passé en 1917, en février, en octobre. Parce que je crois qu'aujourd'hui comme hier, les politiciens, l'oligarchie, la classe dominante n'aiment pas qu'on puisse imaginer que la politique soit l'affaire finalement de millions d'anonymes. Parce que pour ces gens-là, la politique, c'est une affaire trop sérieuse. Et vous rappelez notamment, comme Samuel Joschia, il insiste, dites-vous, sur le fait de la lutte contre l'analphabétisme, l'éducation. Quel a été le gain, si l'on peut dire, pour des millions et des millions de Russes à l'époque? Dans une circonstance absolument terrible et tragique, qui était celle de la guerre civile, avec 200 000 soldats qui venaient participer du monde entier à mener la guerre mondiale contre la révolution russe, il y a eu des tentatives tout à fait intéressantes en termes éducatifs, à la fois en termes autogestionnaires, c'est-à-dire que les enseignants, les élèves, les habitants des quartiers participaient, y compris au contenu pédagogique, avec à l'époque un contenu pédagogique qui consistait pas du tout à enseigner le marxisme, mais au contraire à léguer une culture critique et puis surtout à avoir la possibilité de lire et écrire, ce qui n'était pas le cas de l'immense majorité du peuple russe avant. Vous me tendez la perche, vous avez prononcé le mot marxisme, alors pas facile de s'y retrouver pour le commun des mortels 100 ans après. Révolution bolchevique, communisme, stalinisme, marxisme, léninisme. On va s'arrêter sur deux mots, puisqu'ils sont au cœur aussi de votre essai, communisme et stalinisme. Vous dites qu'ils ne sont pas seulement différents et distincts, vous dites qu'ils sont irréductiblement antagonisme. Qu'est-ce qui les différencie fondamentalement? Je reprends une formule de quelqu'un qui m'a énormément inspiré pour écrire ce livre, qui s'appelle Daniel Ben Saïd, qui a en effet écrit il y a déjà 20 ans le fait qui nous a quittés il y a quelques années. Qui a expliqué à juste titre que pour nous, le stalinisme n'est pas une variante du communisme, il est le nom propre de la contre-révolution. C'est-à-dire que dans les années 20 en Russie, il y a quelque chose qui s'est opéré, qui fait qu'au début de la révolution, bon an mal an, avec toutes les critiques du monde, les soviets, c'est-à-dire des millions de personnes, avaient encore la main. À la fin des années 20, c'est plus le cas. Et entre deux, il y a eu l'équivalent d'un thermidor stalinien, l'équivalent de ce qui s'est passé pour la Révolution française en 1794, qui a mis fin aux espoirs égalitaires des sans-culottes, qui préparait l'avènement d'un empereur, Napoléon Bonaparte. Et je crois qu'on peut faire un parallèle entre ce qu'a représenté Napoléon Bonaparte pour la Révolution française de 1789 et ce qu'a représenté l'empereur rouge Staline vis-à-vis de la Révolution 1917. C'est important de maintenir le fait qu'il y a des continuités et des discontinuités et des ruptures. Et Daniel Ben Saïd m'a donné en effet cette fierté de me réclamer de ce mot encore devant vous, du mot communisme, en étant clairement anti-stalinien. Mais est-ce que l'expérience elle-même, il y a 100 ans, celle d'organiser une nouvelle société avec des nouveaux hommes, des nouvelles femmes, y compris sur des plans différents qu'on a parfois oubliés, y compris en termes de révolution amoureuse et sexuelle, est-ce que tout cela n'a pas fini par se retourner contre l'essence même de ce que voulait incarner cette révolution, en essayant d'assimiler effectivement tout le monde et Non, je crois que ce n'est pas le projet initial qui a abouti à ça, c'est le projet initial qui a été trahi précisément par autre chose. Prenez le problème de l'éducation, au début c'était une expérience tout à fait émancipatrice. Et puis ensuite on a eu la culture unique, la bonne façon de penser, qui était à l'opposé même des aspirations de ceux et celles qui se sont dressés. Mais sur la propriété par exemple, le fait de dire effectivement que tout le monde ne doit pas avoir droit à la propriété, de suite ça peut créer des dérives. Y compris les révolutionnaires à l'époque ne posaient pas les questions de propriété en ces termes-là, c'est-à-dire qu'il y a toujours une distinction, et d'ailleurs là aussi le poids du stalinisme en 100 ans pèse énormément. J'ai mis à pied d'égalité la propriété privée à usage personnel de la propriété privée des grands moyens de production. Ce qui intéressait les révolutionnaires à l'époque, à la base, c'était de socialiser, c'est-à-dire de reprendre la possession des grands secteurs de l'économie qui permettaient à une poignée d'individus déjà à l'époque de bénéficier du travail des autres. Et ça, je crois que c'est toujours d'actualité. 100 ans après, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas d'avoir une défense passéiste de la révolution russe ou d'aller y puiser des dogmes, c'est d'essayer de voir en quoi on peut essayer de conjuguer au présent à la fois l'actualité de la Révolution et en même temps l'actualité des processus bureaucratiques qui naissent très vite. Justement, est-ce qu'il y a des exemples aujourd'hui dans le monde? Ces comités font penser à ce qui s'est passé sous Chavez au Venezuela, l'ancien président du Venezuela. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde des exemples? Moi, j'ai pas de société idéale. Je peux pas vous dire aujourd'hui, il y a la société type à laquelle je me réfère. J'appartiens à cette génération de révolutionnaires qui, pendant longtemps, évoluait dans un monde sans révolution. Puis il y a eu de nouveau des révolutions, notamment dans les pays arabes. Mais on voit qu'il
qu'il manque les questions stratégiques, c'est-à-dire il suffit pas, même si c'est déjà énorme, de faire des révoltes et des révolutions. La question qui se pose, parce que la révolution n'est pas une fin en soi, c'est quel type de société on veut construire à la place. Et aujourd'hui, des révolutionnaires de mon courant, par exemple, mais comme d'autres, non seulement doivent essayer de réfléchir à la manière dont on peut faire cette révolution, mais surtout offrir un maximum de garanties pour que cette révolution n'aboutisse pas une nouvelle fois à une contre-révolution totalitaire, donc avec la question démocratique au cœur de ce processus. Alors, vous êtes plutôt habitué à l'art oratoire. Ce n'est pas votre premier livre, mais vous dites qu'écrire, c'est une vraie souffrance quand on a plus l'habitude de parler que d'écrire, mais c'est aussi une vraie bouffée d'oxygène. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça permet de prendre un peu de hauteur et de distance. Enfin, je dis hauteur un peu humblement, mais quand on voit des fois le marigot que représente la situation politique française et la classe politique française, ça fait du bien de revenir aussi aux fondamentaux, à la question des idées, et puis de se plonger aussi de cette manière sur des trajectoires singulières. J'ai accompagné mon essai d'une espèce de série en 5 saisons en m'attardant sur un certain nombre de personnes, y compris anonymes, qui se sont entichées de la révolution russe. Un personnage français, par exemple, Pierre Pascal, que rien ne prédestinait à l'épopée bolchevique. C'était un catholique pratiquant, il est resté jusqu'au bout de sa vie. Il était au cœur de l'armée française pour lutter aux côtés de la Russie contre l'Allemagne. Et puis en 1918, il refuse l'ordre de l'état-major français de revenir en France parce que l'état-major français s'apprête à mener la guerre à la révolution russe. Et il va participer à l'internationale communiste jusqu'au milieu des années 30, sans rien renier de sa foi, parce que, disait-il, dès 1917, Lénine est d'un certain point de vue de l'âme de l'Église. Voilà, je vous laisse méditer sur cette phrase-là. Vous êtes l'un des porte-parole du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Est-ce que vous seriez prêt à revenir sur le devant de la scène politique, à être à nouveau candidat à la présidentielle, par exemple, un jour, ou avoir un rôle plus important pour mener un projet révolutionnaire? Moi, je suis candidat pour faire la révolution. Voilà. Et quand je vois le cadre électoral aujourd'hui, je me dis qu'il est bien restreint et que s'il y a bien une leçon à tirer au-delà des participations électorales pour la gauche de la gauche, c'est de chercher peut-être à s'extraire de ce calendrier qui nous est systématiquement imposé par les plus puissants en créant notre propre espace politique et démocratique. Et c'est ce que je souhaite en tous les cas avec toutes les forces de la gauche, là, aujourd'hui, ici et maintenant, et qu'on commence, qu'on arrête de continuer avec les calculs des uns et des autres pour les prochaines échéances pourquoi électorales. est-ce que tous ces partis dits de gauche radicale entre guillemets ne sont pas ensemble, vous et la France insoumise? Qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement? Peut-être précisément parce que la question peut-être du rapport au pouvoir n'est pas tout à fait la même. Moi, ce que je propose en tous les cas, et je continue à leur dire... Jean-Luc Mélenchon roule pour sa personne? Non, mais en tous les cas, la question était posée clairement à la rentrée. C'est de savoir s'il jouait solo ou s'il jouait pas solo. Et il a fallu faire des grands appels de phare et des grands appels de pied pour que certains cadres unitaires existent et qu'on manifeste simplement ensemble contre une chose simple, c'est-à-dire la loi travail et les ordonnances. Ce combat, il est toujours d'actualité. Il y a une manifestation syndicale. On a toujours besoin de se voir avec la France insoumise, le Parti communiste, Lutte ouvrière, des organisations syndicales, sociales, pour discuter justement de cette stratégie des luttes et pas simplement de se dire pendant le quinquennat de Macron, on va marcher une fois, 2 fois et écouter un grand discours politique à la fin. En attendant le prochain scrutin. Voilà. Merci beaucoup Olivier Besancenot. Que faire de 1917? Une contre-histoire de la Révolution russe. C'est aux éditions Autrement, un livre à lire pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé il y a 100 ans et les enjeux aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous.